Mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver sur ce nouveau programme de Sika TV. Bienvenue donc sur votre premier numéro de Sika Info Mag, un magazine d'information désormais consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique dans le monde entier et en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité politique et économique. Et sans oublier, bien évidemment, un tour aux places boursières africaines et mondiales. Mais avant tout ceci, voici le Flash Info qui vous présente l'actualité de ce 2 février. Les islamistes de Boko Haram retranchés dans la ville nigériane de Gambourou ont été pilonnés ce dimanche pendant 2 heures par les hélicoptères de l'armée tchadienne. Gambourou est séparé de Fotokol, ville où sont massées les troupes tchadiennes et camerounaises, par un pont de 500 mètres. Pendant ce temps, Boko Haram lançait une offensive contre Maïdougouri. La 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a clos ses travaux ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Pendant 2 jours, les débats ont porté sur les questions liées à l'économie et à la sécurité. Au terme de cette session, Robert Mugabe a été élu comme président en exercice de l'Union africaine. Et puis au Bénin, une affaire de corruption fait la une des journaux. Le député Chabisika, membre de la commission chargée de la réalisation de la liste électorale, a été dénoncé par un autre député de l'opposition. Ce dernier l'accuse de transactions financières douteuses avec une société néerlandaise impliquée dans la réalisation de la liste électorale. Voilà, c'était là les principales informations qui meublent l'actualité sur le continent africain, l'actualité de l'heure. À présent, donc, sur le continent africain, vous a été présenté tout à l'heure même dans ce Flash Info. Nous allons lancer le premier sujet qui donnera donc le top pour le premier débat de ce premier numéro de Sika Info Mag sur Sika TV. Notre premier débat portera sur l'élection de Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine. Est-ce le bon choix pour les pays africains? Le débat, ce sera juste après ceci. Pour débattre donc de cette question, j'ai sur ce plateau 2 journalistes spécialistes des questions africaines. Il s'agit de Emmanuel Crépi et de Joël Yetondi. Bonjour. Bonjour Joël. Alors ma première question s'adresse à vous, Emmanuel Crépi. Alors dites-nous, un Robert Mugabe en contradiction permanente avec lui-même désormais à la tête de l'Union africaine. Est-ce que vous pensez qu'il peut valablement défendre les intérêts du continent? Merci Joël. Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine, réglementairement, de mon point de vue, je ne pense pas que cela soit contraire au règlement de l'Union africaine, de mon point de vue, puisque Robert Mugabe est le président du Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays africain, membre de l'Union africaine, et selon les règles de l'Union africaine, la présidence est tournante. Et je crois que c'est le tour du Zimbabwe qui est venu. Robert Mugabe étant le président du Zimbabwe, il est dans l'ordre normal des choses que ce soit Robert Mugabe qui passe à la tête de l'Union africaine. Oui, mais voilà, ceci dit, la question qu'il va falloir se poser, de mon point de vue, c'est de savoir si la période choisie pour voir Robert Mugabe grimper à la tête au sommet de l'Union africaine est un bon moment, c'est une bonne période. D'autant plus que nous sommes en 2015. Robert Mugabe a un mandat d'1 an. Et nous savons tous que l'année 2015 est une année électorale en Afrique. Une quinzaine d'élections au total seront organisées en 2015. Et nous savons tous que les élections en Afrique donnent lieu souvent, très souvent, la plupart du temps, à des contestations qui créent des foyers de tension un peu partout. Il va falloir que le président de l'Union africaine, puisque l'Union africaine est appelée à gérer les médiations entre les partis, à faire amener la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, Robert Mugabe, avec sa trempe de dictateur qu'on lui connaît, disposera de ce leadership, pourra parler de la démocratie, pourra être un bon médiateur, pourra imprimer une marque démocratique à ces débats, à ces médiations? Ça fait un. Deuxième chose, dans les rencontres, tels que les sommets du G8, les sommets du G20, où l'Union africaine, l'Afrique doit être représentée, c'est normalement le président de l'Union africaine qui représente le continent. Robert Mugabe est sous le coup de plusieurs sanctions et même justement l'interdiction de voyage. Cela voudrait dire que Robert Mugabe est interdit sur certains territoires.
je crois que nous avons en vue un certain nombre d'acrobaties diplomatiques. Comment est-ce que... Est-ce que quelque part les pays africains eux-mêmes n'ont pas conscience de cela? Est-ce que ce n'est pas exprès qu'ils l'ont désigné? C'est pour un peu forcer les règles sur le plan international? Non, je le disais, Joël, ce n'est pas exprès, c'est un règlement, c'est tournant, et c'est le tour du Zimbabwe. Oui, mais ça revient à l'Afrique australe. Ils auraient pu désigner le président Jacob Zuma, par exemple. Est-ce que c'est parce que sa femme est déjà à la tête du secrétariat de l'Union africaine? Vous l'avez dit. Bon. Alors, nous allons y revenir, Emmanuel Crépy, si vous permettez. Joël Yetondy, alors voilà l'Union africaine aujourd'hui qui est à l'heure de la modernisation et qui souhaite une démocratie, le respect des règles de la démocratie dans les pays africains. Et au même moment, l'Union africaine désigne un Robert Mugabe, un râleur, et qui plus est considéré comme un dictateur à la tête de l'institution. Qu'est-ce que vous pensez de cette désignation? Autour de gauche, je suis tenté de dire que c'est le pire des choix faits. Il ne fallait pas le faire, ce choix-là. Bien entendu, ça, c'est la réaction qu'on peut avoir quand on apprécie l'homme à l'œuvre ces dernières années. Mais il faut savoir prendre du recul et apprécier l'existant. Et par rapport à ça, je reviens rapidement sur votre dernière question, à savoir si c'est parce que l'épouse de Jacob Zuma est déjà au sein de l'UA qu'on a dû laisser Robert Mugabe prendre la tête de l'UA. Non, il faut rester vraiment collé aux tests. Et les tests ont été clairs, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, les tests non spécifiés. La présidence de l'UA est tournante, sans restriction aucune. Oui, mais cela revenait à l'Afrique australe. L'Afrique australe. Ils auraient pu désigner un autre président. Malheureusement, non. Pourquoi? Pourquoi, oui? Le Zimbabwe était le seul pays en liste. C'était tout. Le seul pays pouvait. Mais malheureusement, seul pays en liste. On dit, voilà, vous allez à la présidence, personne ne s'est porté candidat. Qu'est-ce qu'on fait? Mais le choix vous revient d'office. Mais là, c'était pas une réponse. Vous savez que dans ce genre de situation, c'est souvent la diplomatie souterraine qui joue. La diplomatie souterraine, je suis d'accord avec vous. Mais il se trouve que Robert Mugabe, je le répète une fois encore, était seul candidat à la liste, a levé son petit doigt, mais mieux, le monsieur, excusez-le, il s'agit d'un chef d'État, il a demandé à être porté. Mais là-dessus, il n'y a pas eu de contradiction. Par rapport aux tests, si les tests spécifient que les choses ne peuvent que se passer de la sorte, et que Robert Mugabe a levé son petit doigt, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On ne peut que porter le choix sur lui. Mais je dis, en dehors des tests, il y a un certain nombre de faits qui font jurisprudence. Avant Robert Mugabe, qu'on qualifie aujourd'hui d'autocrate, il y a d'autres comme lui, et qui se sont rendus coupables d'être peu respectueux des droits humains. Il y en a encore qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il y en a qui ne sont plus là. Je veux, paix à son âme, citer Muammar Kadhafi, qui a porté exactement dans des conditions qu'on connaît. Mais celui qui aujourd'hui est en train de passer la main à Robert Mugabe, ce n'est non plus un modèle. N'ayons pas froid aux yeux pour le dire. Président mauritanien. 2 fois coupable d'actes qu'on ne saurait qualifier aujourd'hui de coup d'État. Mais pourtant, on l'a porté. Alors, quand on prend tous ces faits-là, ce serait chercher à trop jeter la pierre à Robert Mugabe. Mais là-dessus, ce qu'il y a lieu de faire, si tant est que nous voulons rester collés aux tests et jouer aux légalistes, il faut revoir les tests. C'est ce qu'il y a simplement lieu de faire. Mais qui va revoir les tests? Parce que quand on sait que sur le président africain, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ça va s'imposer à nous. Parce que j'imagine qu'on reviendra un peu sur les grandes recommandations. Ce que nous sommes en train de demander, ce que l'UA demande aujourd'hui, on ne saurait l'obtenir sans l'Union européenne, sans la communauté internationale, en un mot. Eux-mêmes l'ont spécifié. Mais comment voulez-vous qu'on nous accompagne dans ces conditions-là? Là, alors, la correction, le toilettage des tests finira par s'imposer à nous, je pense. Nous allons parler à présent donc des résolutions issues donc de ce sommet. Emmanuel Crépy, tout à l'heure, vous étiez en train de parler donc de ces quelques résolutions. Entre autres résolutions, l'Union africaine a décidé de lutter contre Boko Haram et également de la création d'une cour africaine de justice. Alors, selon vous, est-ce que vous pensez que ce sont les vraies priorités? Les priorités de l'Union africaine pour la prochaine année. Je crois, ma foi, que vous l'avez dit, la lutte contre Boko Haram se situe à une bonne position. Je dirais même à la première position. Je crois que les priorités, d'abord, de mon point de vue, doivent être vues sous 2 angles. D'abord, sous l'angle sécuritaire et de l'autre, sous l'angle sanitaire, de mon point de vue. Et quand nous prenons l'angle sécuritaire, il y a le foyer de tension au Nigeria où Boko Haram décime le nord-est du pays.
il y a la crise libyenne qu'il ne faut pas oublier, la crise au Soudan du Sud, le Mali, la Somalie, un certain nombre de foyers que l'Union africaine doit pouvoir prendre en compte pour vraiment essayer de ramener le calme, la paix. Mais l'autre question qu'on se pose quand on prend tous ces foyers qui sont ouverts sur le continent africain, c'est de savoir est-ce que l'Union africaine a aujourd'hui les moyens qu'il faut pour vraiment arriver à bout de ces foyers de tension. D'où le regard tourné vers les pays occidentaux, vers l'ONU, les États-Unis, l'Europe et tout. Maintenant, à ça je voulais en venir quand je disais que Robert Mugabe à la tête de l'Union africaine, est-ce que cela pourrait faciliter vraiment les choses sur ce point? Maintenant, sur le plan sanitaire, je crois que la décision de créer un centre de contrôle et de prévention des maladies, des épidémies est une bonne décision. Et je crois qu'on doit mettre l'accent dessus et aller très rapidement pour qu'un centre, parce que l'épidémie d'Ebola a montré les failles et les limites du système sanitaire africain. Sur le continent africain. Joël Yetonji, alors quels sont selon vous les grands défis? Voilà les résolutions qui ont été prises, mais les grands défis aujourd'hui à l'heure sur le continent africain devaient être quoi selon vous? C'est lié. Les grands défis, prioritairement, c'est d'abord la sécurité en Afrique. Aujourd'hui, sur le continent, ça ne va pas. Et il n'y a pas de développement lorsqu'il n'y a pas l'accalmie. Il n'y a pas de développement lorsque la sécurité des personnes et des biens n'est pas un acquis. Donc, il va falloir travailler sérieusement dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, le problème sanitaire reste lié aussi à la question de la sécurité. Lorsque les gens ne se portent pas très bien, croyez-moi, nous l'avons vu, les chiffres sont suffisamment élogieux quand on prend la Guinée-Conakry, on prend le Libéria. La Sierra Leone. Aujourd'hui, on est obligé de porter ces pays-là. Donc, c'est le moment plus que jamais que les chefs d'État, il y avait des engagements qui avaient déjà été pris lors des récents sommets où il est question que prioritairement, chaque État essaie de revoir à la hausse son budget par rapport à la santé pour des maladies endémiques. Aujourd'hui, rien n'a été fait. Trop d'engagements. Mais en ce qui concerne la prise d'actes concrets, d'actions concrètes pour pouvoir accompagner tout ceci, on constate que les chefs d'État n'ont pas bougé de iota. Donc le défi est là et c'est individuellement. Si les chefs d'État africains ont montré leurs limites à l'interne, ma foi, tout ce qui a été dit aujourd'hui risque gros. On risque, une fois encore à l'arrivée, pour le prochain sommet, de constater qu'on n'a véritablement pas bougé. C'est là toute la question et malheureusement, il y a aussi la tête qui reste liée à cela. Si on veut avoir le résultat, la personne de Robert Mugabe reste liée à tout ceci. Alors, j'ai constaté qu'aucun de vous n'a parlé de cette cour, cette initiative de cour africaine de justice. Est-ce une utopie? Est-ce que vous ne pensez pas que les dirigeants africains veulent se soustraire à cette possibilité que les Nations Unies ont eu à mettre en place pour juger les responsables des exactions? Emmanuel Crépy. Vous avez utilisé le mot utopie. Je rebondis sur ce mot. Je crois que cette décision de créer une cour de justice pour l'Afrique pour juger les dirigeants africains qui seraient coupables, qui auraient été coupables des actions au moment de leur gestion, est une utopie. Pourquoi? Il y a la Cour africaine de justice et des droits de l'homme d'Arusha qui a été créée depuis 2004, je crois. Plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Et elle est même en train de fermer actuellement. Cette Cour n'a jamais été opérationnelle. Sur 54 États que compte le continent, seulement 26 ont ratifié le protocole d'accord. Le protocole qui institue cette Cour a également demandé aux chefs d'État de faire une déclaration pour permettre aux citoyens, dès qu'ils auraient vidé les voies de recours à l'interne, de pouvoir saisir directement cette cour d'Arusha. Mais rien n'a été fait sur les 26 États qui ont ratifié ce protocole. 6 États ont été capables d'aller jusqu'au bout de cette procédure. C'est-à-dire que si on n'a pas pu faire fonctionner la Cour africaine de justice et des droits de l'homme d'Arusha, rien ne prouve que cette vision qu'on a... Une boîte vide à nouveau au niveau de l'Union africaine, très rapidement. Je n'oserais pas dire que c'est une boîte vide parce qu'il va falloir à un moment donné y penser sérieusement. Il ne faut pas qu'on se mente. Voilà. Une Cour de justice africaine, il va falloir le faire. C'est vrai, on a déjà une Cour de justice parlant des droits de l'homme. Il faut
faut aujourd'hui, pour ne pas faire une coubisse, faire le toilettage de l'existant et voir comment colmater les brèches. Mais là, le plus important, malheureusement, c'est un sujet intéressant. Je trouve qu'il faut revenir là-dessus. Donc, pour ce premier quart de Sika Infomag, je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika. Vous êtes toujours sur Sika TV, vous suivez actuellement Sika Infomag. Nous ouvrons à présent le deuxième quart consacré exclusivement à l'actualité économique du continent africain. Le journal de l'économie est présenté par Inès Arouansou que je reçois sur ce plateau. Inès, bonjour. Bonjour Joël, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de l'économie que nous allons démarrer juste après ceci. L'objectif est de réduire sa dépendance vis-à-vis des donateurs étrangers. L'Inde vole au secours du Ghana. New Delhi a octroyé une ligne de crédit de 150 millions de dollars à Accra.
Enfin, nous irons en Birmanie à la découverte de certains cafés. Voilà, c'était là les principaux titres que nous allons développer dans ce journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Les chefs d'État de l'Union africaine qui étaient réunis la semaine dernière, notamment vendredi et samedi dernier en sommet à Addis Abeba en Éthiopie, ont adopté le principe d'une taxe sur les billets d'avion, nuits d'hôtel et SMS. L'objectif est de réduire la dépendance financière de l'Union africaine qui est financée à 72% par les donateurs étrangers et en finançant 65% de ses dépenses dans un délai de 5 ans à partir de 2016. À ce titre, l'organisation panafricaine propose aux 54 États membres de mettre en œuvre une taxe de $2 sur les nuits d'hôtel et de $10 sur les billets d'avion pour les vols en partance ou à destination de l'Afrique. Ces mesures permettraient de lever 730 millions de dollars par an, une taxe additionnelle de 0,005 $ par XMS échangé sur le continent rapporterait en plus 1,6 milliard de dollars par an, ce qui aiderait l'Union africaine à se mettre à l'abri des aléas budgétaires des donateurs et des turbulences économiques que traversent la Libye et l'Égypte, deux des plus gros contributeurs au budget de l'organisation. Une autre information dans ce journal de l'économie, 115 900 tonnes, c'est la quantité de cacao que le Cameroun a exporté au cours de sa dernière campagne cacaoyère qui s'étend du 1er août 2014 à fin décembre 2014. En 5 mois de campagne, le Cameroun aura donc enregistré une hausse de 9,5% dans son exportation de cacao. La nouvelle est annoncée par l'Office national du cacao et du café. Une autre information, cette fois-ci, qui concerne le Ghana. Eh bien, le gouvernement indien a octroyé une ligne de crédit d'une valeur de 150 millions de dollars au Ghana. Ce financement servira à l'implantation d'un centre dédié à la mécanisation agricole dans ce pays. Aussi, les producteurs ghanéens pourront-ils désormais accéder à des outils comme des semoirs, des pulvérisateurs ou encore des moissonneuses-batteuses. L'objectif de cette initiative est à terme d'augmenter le ratio de tracteurs par agriculteur, un ratio qui malheureusement est encore très bas en ce moment dans le pays. Nous allons quitter maintenant le continent africain pour nous rendre en Europe, plus précisément en France. Le Premier ministre français était la semaine dernière en visite en Chine. Manuel Valls est allé mener une grande offensive pour attirer les investisseurs chinois en France. À l'occasion, il a vanté un pays pro-entreprise et a appelé les investisseurs chinois à ne pas craindre le droit social français. Voici un extrait de sa déclaration. Oui, la France est ouverte aux entreprises chinoises. Oui, vos investissements, et nous savons tous que la Chine a des capacités financières tout à fait considérables, oui, vos investissements sont les bienvenus. Notre objectif, l'objectif défini par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est de recevoir 5 millions de vos compatriotes d'ici 2020. Nos efforts doivent également porter sur l'accueil des étudiants. Aujourd'hui, 35 000 ressortissants chinois étudient en France. Nous souhaitons que ce chiffre atteigne 50 000 étudiants dans les années à venir. Je veux également vous parler de la réalité de ce qu'est la France. Et cette réalité, contrairement à ce que je peux parfois lire ou entendre, c'est que la France est un pays attractif, c'est que la France est un pays pro-entreprise, c'est que la France est un pays pro-business, c'est un pays qui avance et qui se réforme. Oui, la France est ouverte aux entreprises chinoises. Oui, vos investissements, et nous savons tous que la Chine a des capacités financières tout à fait considérables, oui, vos investissements sont les bienvenus. Notre objectif, l'objectif défini par
le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est de recevoir 5 millions de vos compatriotes d'ici 2020. Nos efforts doivent également porter sur l'accueil des étudiants. Aujourd'hui, 35 000 ressortissants chinois étudient en France. Nous souhaitons que ce chiffre atteigne 50 000 étudiants dans les années à venir. Je veux également vous parler de la réalité de ce qu'est la France. Et cette réalité, contrairement à ce que je peux parfois lire ou entendre, c'est que la France est un pays attractif, c'est que la France est un pays pro-entreprise, c'est que la France est un pays pro-business, c'est un pays qui avance et qui se réforme. Direction maintenant la Birmanie à la découverte des bars café qui offrent toutes sortes de déclinaisons de café et un accès Internet à tous. Des années d'isolement et une préférence pour le thé. En Birmanie, le café était jusqu'ici réservé à une élite. Mais les temps changent, et depuis la fin de la dictature militaire en 2011, de nombreux cafés ont fait leur apparition dans les rues de Rangoon, et une partie de la population locale se laisse désormais tenter par ce luxe hors de portée il y a peu. La Birmanie vient de s'ouvrir récemment. Les gens ont été brimés pendant de nombreuses années. La réaction humaine naturelle est de vouloir expérimenter de nouvelles choses. La classe moyenne birmane reste limitée, mais elle devrait doubler au cours de la prochaine décennie. Les Birmans qui en font partie sont prêts à payer plus cher pour un bon café, un accès Wi-Fi fiable et un moment de tranquillité. Avec des amis, c'est mieux d'aller dans un magasin de thé dans la rue. Mais si vous voulez être seul, au calme, quelque part, alors ce type de café est très bien. Les propriétaires de magasins de café voient de plus en plus de clients locaux. Mais le café n'est pas pour autant devenu bon marché et beaucoup optent encore pour les boutiques de thé traditionnelles. C'est trop cher pour les gens ordinaires. C'est 10 fois plus cher dans ces lieux. Un café latte coûte 2 $, beaucoup trop pour la plupart des habitants de ce pays pauvre. Mais pour les citadins qui ont un plus fort pouvoir d'achat, le côté chic et branché des cafés fait recette. À notre invité du jour que nous allons retrouver juste après ceci. Notre invité du jour, il s'agit de Madame Duropendo Soulehat. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Alors vous êtes analyste financier au cabinet FMIS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons apprendre à découvrir ce que c'est que la bourse. Alors qu'est-ce que c'est que la bourse? Il existe plusieurs définitions de la bourse, mais nous allons nous intéresser au contexte financier. Si au XVe siècle, quand on parle de bourse, on pense à Anvers en Belgique, aujourd'hui, quand on parle de bourse, on pense aux États-Unis et à Londres. Nous pouvons dire que la bourse, c'est un marché où il y a des échanges entre deux parties. Le premier parti, ce sont les personnes qui ont la capacité d'investissement, et le second parti, ce sont les personnes qui ont besoin d'investissement. Donc c'est un marché où, à travers un mécanisme d'échange de biens et d'actifs, chacun y trouve pour son compte. Donc un marché où il y a des acheteurs et des vendeurs, tout simplement. Alors fait. quel impact la bourse a-t-elle sur l'économie? Pour comprendre l'impact que la bourse a sur l'économie, il faudrait d'abord se référer aux raisons qui ont amené à la création de la bourse. Et ces raisons-là, il s'agit en fait de l'incapacité de la banque de répondre à certains besoins de financement. Les entreprises qui ont par exemple besoin d'un grand besoin de financement ne peuvent pas, dans un court délai, trouver rapidement le financement dont ils ont besoin à la banque. Donc ils sont obligés d'aller sur le marché financier ou par le même mécanisme d'échange de biens pouvoir répondre à leurs besoins. Alors merci beaucoup Madame Soulehat Duropendo. Je rappelle que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS à Cotonou au Bénin. Vous restez avec nous pour analyser avec nous quelques valeurs du jour juste après ceci. Alors, Madame Soulehat, nous allons commencer par le Nigeria avec le Nigerian Stock Exchange qui aujourd'hui est en baisse de 0,27%. Tout à fait, le Nigerian Stock Exchange est en baisse de 0,27% et cela s'explique par la baisse de Guinness qui est de moins 5%. Et le CAC 40, aujourd'hui, nous avons plus 0,58%. Qu'est-ce qui explique cette hausse? Le CAC 40 cotation assistée en continu est effectivement en hausse de plus 0,58%.
paradoxalement au produit manufacturé industriel qui, lui, est dans le négatif, puisqu'on s'attendait à 51%, mais au lieu de ça, nous avons eu 50,9%, et le PMI français qui est de 49,2% au lieu de 49,5% attendu. Et en fait, le ministre de l'économie grec, il est actuellement en tournée et il est en train de sensibiliser les investisseurs sur le fait qu'il allait revoir sa politique monétaire. Donc l'effet est immédiat et on remarque déjà que le CAC 40 est dans le vert. Merci beaucoup, Madame Solehat Douro Pendou. Je rappelle une fois encore que vous êtes analyste financier au cabinet FMIS à Cotonou, au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres dans le journal de l'économie. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve demain pour d'autres informations sur l'économie en Afrique et dans le monde. Joël. Merci Inès Arwassou. Madame, monsieur, ce sera donc tout pour le deuxième quart de Sika Info Mag. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine d'information. Rebonjour, madame, monsieur, Sika Info Mag se poursuit. Bienvenue sur le troisième quart consacré à la suite du décryptage des faits marquants sur le continent africain et dans le monde entier. Notre deuxième débat du jour porte sur cette information qui fait la une des journaux au Bénin. Le député Karim Chabisika, très proche du président, du chef de l'État, le chef de l'État béninois Thomas Boniayi, est membre de la commission chargée de la réalisation de la liste électorale, a été dénoncé par un autre député de l'opposition, le député Akhossi Léon Basile. Ce dernier l'accuse de transactions financières douteuses avec la société Gemalto, une entreprise de droit néerlandais impliquée dans la réalisation de la liste électorale au Bénin. Mais avant de revenir à ce débat, je vous invite à suivre le Flash Info. Les islamistes de Boko Haram retranchés dans la ville nigériane de Gambourou ont été pilonnés ce dimanche pendant 2 heures par les hélicoptères de l'armée tchadienne. Gambourou est séparé de Fotokol, ville où sont massées les troupes tchadiennes et camerounaises, par un pont de 500 mètres. Pendant ce temps, Boko Haram lançait une offensive contre Maïdougouri. La 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a clos ses travaux ce week-end à Addis Abeba en Éthiopie. Pendant 2 jours, les débats ont porté sur les questions liées à l'économie et à la sécurité. Au terme de cette session, Robert Mugabe a été élu comme président en exercice de l'Union africaine.
Et puis au Bénin, une affaire de corruption fait la une des journaux. Le député Chabi Sika, membre de la commission chargée de la réalisation de la liste électorale, a été dénoncé par un autre député de l'opposition. Ce dernier l'accuse de transactions financières douteuses avec une société néerlandaise impliquée dans la réalisation de la liste électorale. Madame, Monsieur, bienvenue donc sur la suite de Sika Infomag. Le décryptage se poursuit avec nos deux spécialistes, Emmanuel Crépi et Joël Yetondi. Alors, Joël Yetondi, cette affaire de corruption à la une des journaux béninois, il s'agit d'une affaire également qui fait allusion à des commissions, à des rétrocessions de commissions. Alors, quel est votre avis sur cette affaire qui défraie la chronique au Bénin? L'essentiel, vous l'avez présenté, il s'agit d'une affaire de corruption. Mais l'affaire a pris une allure plutôt importante au Bénin, rien que pour deux raisons fondamentales. La première, le profil de l'intéressé, le député Chabi Sika. Il s'agit d'un allié de taille pour le chef de l'État. Un pignon indispensable dans le Nord Bénin, qui est quadrillé par le chef de l'État, supposé très quadrillé par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est l'un des fidèles, sinon le principal, parmi tous ceux-là qui s'allient pour défendre la cause du chef. Le second, qui est le point d'orgue de cette préoccupation, c'est le chef de l'État lui-même. Pourquoi? Parce que le sujet en question se joue sur la corruption, le fait de corruption. Un allié du chef de l'État, rendu, c'est vrai, la culpabilité n'est pas encore établie, mais qu'on accuse de ces faits avec autant d'allégations, ça devient inquiétant. Inquiétant parce que le chef de l'État béninois, qui vous souviennent, ça a parcouru les écrans de télévision, pas que béninoise. On l'a vu à travers une marche dite marche verte de lutte contre la corruption. Mais c'est le pays où, de 2007, après cette marche, je veux dire, jusqu'à l'heure où je vous parle, le pays qui a connu trop de scandales quand on compare aux chefs de l'État qui l'ont précédé. Donc, après cette marche, en croire les journaux béninois, on dirait qu'il y a eu plus de scandales, à croire que la marche a suscité des scandales. Je ne dis pas que c'est ce dont il est question, oui, mais ça, c'est un scandale de plus. La préoccupation, c'est la réaction du gouvernement suite à la dénonciation. Mais ça s'explique, c'est ce dont je vous parle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement béninois prend parti en sortant alors que le gouvernement devait être impartial? Impartial, c'est vrai, à travers les lignes, on constate que c'est comme du parti pris. Le Bénin a tout ce qu'il faut, les institutions qu'il faut, pour pouvoir clarifier cette situation, pouvoir démêler les chevaux et dire vraiment qui a raison ou qui a tort. Mais on ne peut pas ne pas regarder dans le rétroviseur. Il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'autres sujets à scandale qui sont restés sans suite. L'affaire ICC Service que d'autres ont qualifié ou comparé à l'affaire Madoff. Il y a l'affaire de groupe électrogène de Maria Gleta, toujours au Bénin. Il y a l'affaire Sensad, où ces affaires sont restées sans suite en dépit de la volonté du chef de l'État. Beaucoup de détournements restés non clarifiés jusqu'à présent. Alors quand le chef de l'État, à travers le communiqué dont vous parlez, fait cette annonce, ça laisse un goût d'un peu d'amer, d'inachevé et de déception. Les gens se demandent alors, est-ce qu'on va finalement clarifier cette situation? Parce que quand vous voyez même les sorties qui ont suivi, en dehors de ce communiqué, pour ce que les chaînes béninoises nous ont montré, il s'agit d'honorables députés qui sont montés au créneau pour laver l'honorabilité du chef et non de l'intéressé. Parce qu'une fois encore, c'est une affaire qui vient éclabousser même le régime. S'il y avait délit d'initié, alors ces députés soutenaient alors le délit d'initié, c'est ce que vous voulez dire? S'il y avait délit d'initié, oui. Mais on se dépêche dans le cas d'espèce de retirer le chef d'affaires parce qu'on ne peut pas comprendre que l'homme, après cette marche, après tant d'engagement, après tant de tests de loi qu'on a pu voter grâce à lui, à côté de lui, non pas à côté de lui, dans sa poche, un homme qu'on qualifie de tous ces délits, ce n'est pas croyable. Je rappelle que le député Chabi Sika est élu donc dans le fief du président Boni Yayi. Alors, Emmanuel Crépi, une telle dénonciation qui en 3 jours a suscité 2 réactions de la part du gouvernement. Est-ce que cela ne cache pas quelque chose? Pourquoi autant d'agitation? Pourquoi autant de précipitation de la part du gouvernement du président béninois? Oui, bien, Joël, tu as parlé de 2 sorties du gouvernement. Tu voulais parler des lettres. Oui, d'abord, il y a eu une correspondance de la secrétaire, je pense, de la directrice de cabinet. Du secrétariat général, de la directrice de cabinet du président de la République. Par la suite, il y a un communiqué du secrétariat général qui a informé d'un courrier que le gouvernement aurait envoyé à l'autorité de régulation contre la corruption, je crois. Agence nationale de lutte contre la corruption. Voilà.
Je ne vois pas pourquoi cela vous étonne, Joël, que le gouvernement est revenu au moins 2 fois en l'espace d'une semaine sur le même dossier. Parce que dans cette affaire, dans cette lettre que le député qui accuse l'honorable Basile Rossi a fait publier, le chef de l'État est indécé, puisqu'il a dit, le député l'a dit, il dit qu'il a averti le chef de l'État de cette situation, déjà par une lettre qu'il lui a envoyée le 9 septembre 2014, et qui n'a pas eu de réaction. Il est bien normal que le gouvernement, que le chef de l'État se lève pour donner la clarification. Et dans la lettre, dans les 2 sorties dont vous parlez, que ce soit le communiqué de la directrice de cabinet du chef de l'État béninois, que ce soit au niveau de la lettre envoyée à l'Agence nationale de lutte contre la corruption, les deux structures du gouvernement ont essayé de faire savoir, de blanchir le chef de l'État, de faire savoir que la lettre envoyée le 9 septembre, dans cette lettre envoyée au chef de l'État, l'honorable qui dénonce, l'honorable Rossi. Est-ce qu'il faut chercher à blanchir un chef d'État ou bien mettre le doigt dans ce problème, parce que des fonds qui ont été, des fonds d'État, des fonds des citoyens béninois qui ont été débloqués pour faire une liste électorale soit détournés pour d'autres choses. Est-ce que ça ne devait pas être là la préoccupation du gouvernement? Je crois que vous avez posé la question qui doit nous amener à nous demander, à revenir une fois encore sur comment les marchés sont attribués dans les pays africains. Comment est-ce qu'on attribue des prestations aux structures dans les pays africains? Mais là, je rappelle que Gemalto, c'est une entreprise européenne. C'est une entreprise de droit néerlandais. Mais c'est une structure béninoise qui a attribué le marché. Et selon la dénonciation faite par l'honorable Rossi, c'est sur proposition du député Chabi Sika, qui a beaucoup défendu le dossier de Gemalto, que cela a été attribué, à Gemalto. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'honorable Rossi voit que la chose je ne sais pas, viole les lois de la République? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui qu'il se lève, il sort une lettre pour dénoncer la chose? Parce que le COS-LEPI a commencé par travailler, je crois, depuis plus de 2 ans. Voilà, pendant tout ce temps. Pourquoi l'homme n'a pas dénoncé? Voilà des questions que moi je me pose sur ce dossier. Pourquoi seulement maintenant? Alors, c'est tellement la période électorale s'y prête. Joël Yetondi, est-ce que ce n'est pas l'arbre justement qui cache la forêt? Quand on sait que l'honorable Chabi Sika Karim est élu dans le fief du chef de l'État béninois, qui aujourd'hui est embarrassé parce qu'il a également à positionner un de ses neveux pour les prochaines élections législatives. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour éliminer le député Chabi Sika? C'est une interrogation. C'est une interrogation, mais il faut dire que c'est les faits qui créent cette situation-là. Le chef de l'État ne l'a pas voulu non plus. Oui, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité, ça c'est clair. Servi sur un plateau d'or. Tout à fait, et à saisir. Le chef va chercher à laver son honorabilité. En sacrifiant alors Chabi Sika. Forcément, c'est comme ça se passe. Le chef ne va pas se sacrifier. Le chef va sacrifier un de ses disciples. Maintenant, quant à l'opportunité de cette affaire, à ce que ce soit connu du grand nombre, non, l'opportunité n'est même pas recherchée. On est, comme vous l'avez dit, en pleine période. Qu'on le sache aujourd'hui ou pas, mais c'est opportun qu'on le sache. Et l'essentiel, vous avez posé une question tout à l'heure, le gouvernement béninois fait quoi? Est-ce que c'est la démarche à adopter? Les polémiques, le chef est blanc ou non? Qu'on essaie d'amener la justice à se saisir du dossier clairement. Aujourd'hui, c'est déjà heureux, c'est vrai, il faut le saluer, que l'autorité nationale de lutte contre la corruption soit saisie pour qu'on voit clair. Encore que, il va falloir lui donner les moyens, le laisser vraiment travailler, qu'on ait des résultats crédibles et que ce dossier aille jusqu'à son terme. C'est de ça qu'on a besoin. On ne peut pas comprendre que les pays africains en soient à tendre chaque jour la main pour mieux se porter et qu'il y en a qui ont du plaisir. Et on dit, encore proche des gouvernants, à se mettre l'argent plein la poche. Et chaque matin, on dit qu'il n'y en a pas. Chaque matin, nous comptons dans nos rues des sans-emploi. Ce n'est pas possible. Il va falloir arrêter avec ça. Et là encore, il faut donner les moyens à la justice. Nous n'avons pas besoin de justice à la solde de nos gouvernants. Ce n'est pas possible. Je ne voudrais pas revenir en arrière, mais je dis tout le problème est là. Quand on voit des justiciers, on voit nos justiciers qui sont là, au lieu d'accompagner le peuple, presque fait les choses dans le sens du gouvernement, ça ne peut pas aller. Il faut crever l'abcès. Et je pense que le chef de l'État béninois, pour ce que j'en sais, qui est
en train de jouer son va-tout pour son dernier mandat. Pour son dernier mandat, dans il quelques peut mois, pour une fois, laver à travers ce dossier son honorabilité. Voilà. C'est une aubaine, moi, je trouve. Oui. Alors, Emmanuel Crépy, très rapidement, est-ce que vous pensez que ce dossier pourra aboutir, on aura réellement un résultat? Parce qu'on sait que à chaque fois que le chef de l'État béninois lance une enquête dans les dossiers de corruption, ça finit toujours en queue de poisson. Est-ce que vous y croyez, vous? Bien sûr. La LNC, l'Agence nationale de lutte contre la corruption béninoise, va rendre un rapport. Reste à savoir si ce rapport sera rendu public. Parce qu'au Bénin, il y a eu déjà plusieurs dossiers où des gens proches du chef de l'État ont été impliqués. Le chef de l'État a diligenté des enquêtes, des rapports des enquêtes ont été déposés sur la table du chef de l'État, mais n'ont jamais servi à grand-chose. Oui, mais il y a eu quand même des gens qui sont allés en prison. Il a eu à enfermer des très proches. Et là, vous êtes en train d'ouvrir la fenêtre sur ce qu'ils appellent au Bénin les gens de la bonne partie du pays et les gens de la mauvaise partie du pays, parce que le chef de l'État a été souvent... Le chef de l'État... Le chef de l'État... Prenons par exemple un dossier CNSS qui est arrivé dans ce pays où l'inspection générale de l'État a été appelé par le chef de l'État lui-même pour éclaircir l'affaire. L'IGE a déposé un rapport qui était en adéquation avec ce que le conseil d'administration dénonçait, mais jamais, au grand jamais, le directeur général du CNSS n'a jamais été inquiété. Au contraire, d'abord il a été maintenu là pendant encore longtemps, et quand il a été enlevé, il a été promu à d'autres fonctions. Voilà. C'est une interrogation qui interpelle les Africains. Est-ce qu'il faut continuer par gérer le bien de l'État, le bien des citoyens, comme cela se fait actuellement dans beaucoup de pays africains? C'est une grosse interrogation, c'est une préoccupation qui reviendra également souvent dans nos discussions dans SICA Infomag. Madame, Monsieur, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'information. C'était le 3e quart sur SICA Infomag. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de SICA Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique. En 3 quarts d'heure, nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Il faut dire que ce qui est à souligner et à saluer, c'est d'abord l'initiative. Elle est, au-delà de tout, salutaire. De mon point de vue, c'est un procès qui risque de durer très longtemps. Une banque ne peut pas faire face à ce financement. Donc c'est plus facile à cet état. SICA Infomag, c'est du lundi au vendredi sur SICA TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Voilà, merci Madame, Monsieur d'avoir suivi SICA Infomag. Toute l'équipe de production et de réalisation de ce magazine d'information se joint à moi pour vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal SICA TV. Mais avant, retenez le trésor de la sagesse africaine. Chaque jour est une vie, chaque vie est une expérience et chaque expérience est un trésor. Faites-en bon usage. À demain. Oui.